quatrième de couverture du séminaire 19 de Jacques Lacan, ou pire, Jacques-Alain Miller note la radicalité de l'individualisme contemporain. Il orthographie individualisme, UN-dividualisme. Cette écriture fait valoir la fonction du « un ». L'individu se revendique dans le « un » que l'on peut mettre du côté de l'auto, autodéterminé, auto-engendré, auto-centré, autonomie, soit celui qui s'auto-nomme. Cela veut-il dire que la revendication de l'individu à son individualité est sans petit autre ou sans grand autre? Bien, donc pour répondre à cette première question, j'ai envie de dire tout de suite que cette revendication de l'individu, elle s'est faite sans l'autre avec un grand A, même si il est difficilement imaginable un espace, un lieu où il n'y aurait pas la présence du grand autre. Mais en tout cas, elle s'est faite plutôt sans l'autre et avec plein de petites autres. Donc c'est ce que Lacan appelle les petites autres, qui est aussi bien les semblables, celui qui me ressemble, ou l'image de moi-même, qui s'écrit aussi petit a. Voilà. Donc, je vais dire un point important sur lequel je vais revenir à la fin, qui est que la revendication de la différence entre les semblables, entre les petites particularités de chacun, ça n'a rien à voir avec l'altérité. L'altérité en psychanalyse, c'est autre chose. Elle comporte la question, elle comporte de se confronter à l'énigme, qui est par excellence l'énigme du désir de l'autre. Et donc, la revendication de petites différences, elle est même souvent à l'opposé de l'altérité. Ce sont deux choses très différentes. J'ai envie de répondre à la question à partir de là où les psychanalystes nous avons une prise sur tout ça, qui est donc l'expérience de la psychanalyse, la pratique, la clinique, la rencontre avec les patients qui viennent nous voir, parce que c'est justement ça qui nous donne un angle précis pour parler de tout ça, et qui n'est pas le même angle d'approche que celui, par exemple, de la philosophie ou de la sociologie. Et, les dernières journées de l'école de la cause freudienne, je suis ce que j'ai dit, elles nous ont beaucoup appris, justement à partir de la présentation de très nombreux cas cliniques. Et donc je vais m'attarder sur un point en particulier qui est donc ce qu'on pourrait appeler la clinique de l'auto. Autonomination, autodétermination, autodésignation, auto-engendrement, autosatisfaction. On pourrait décliner ça. En tout cas, le terme auto est très présent dans votre question. Et cette clinique nous a montré qu'il y a une vaste palette d'autonomination, qui sont des termes que les sujets d'aujourd'hui vont piocher dans la langue ici et là où ils peuvent. Et c'est quelque chose qui s'accommode bien avec la prolifération de nouveaux termes, de nouveaux mots qui circulent dans la langue. Et on peut voir, on peut constater que ces autonominations ont au moins un double versant, c'est-à-dire que d'un côté, elles servent à quelque chose, elles accomplissent une fonction pour la personne, une fonction subjective qui est souvent une fonction importante, une fonction majeure, et à la fois, elles s'accompagnent aussi, elles peuvent s'accompagner d'une fermeture de l'interrogation, d'une fermeture de l'inconscient,
de telle sorte que l'affirmation « je suis ceci » ou « je suis cela » s'accompagne d'un « et donc », puisque je suis déjà arrivé au bon port, puisque je le sais déjà, je n'ai pas besoin de savoir quoi que ce soit d'autre. Voilà, donc ça c'est une première version de la question des autonominations. La deuxième, c'est que les autonominations ont quelque chose de robuste et de verrouillé à la fois. De telle sorte qu'un sujet, il ne viendra consulter que si son autonomination ne marche plus. C'est-à-dire si quelque chose vient la déranger, la désaccommoder, de telle sorte qu'elle n'apporte plus la solution, la stabilité, l'assurance qu'elle donnait auparavant. Alors, qu'est-ce qui vient déranger cette autonomination? C'est très souvent une rencontre, ce qu'on appelle la psychanalyse en contingence, quelque chose d'un imprévu perturbateur. Et ce que l'on constate, c'est que le fait que cela soit dérangé, ça ne s'accompagne pas forcément d'une plainte, ça ne comporte pas à chaque fois la formulation d'une demande, et donc le sujet peut se rendre compte que quelque chose ne va plus, que quelque chose cloche, sans pour autant faire de cela une question. Donc dans plusieurs cas cliniques de simultané aux journées, on voyait bien que les sujets se racontaient, qu'ils parlaient tout seuls, il faisait un récit de vie, il se relatait en racontant comment il avait trouvé, comment il avait cheminé pour trouver des nominations qui lui conviennent, laissant l'analyste dans une position de témoin, un peu impuissant, ayant du mal à savoir justement comment sortir le sujet de sa boucle, de son auto-circuit, de son auto-boucle, pour qu'il puisse justement accéder au plan de l'interrogation. Moi, ça m'a évoqué ce que Jacques-Hélène Miller appelle dans un texte très joliment la fonction de l'analyste portier. L'analyste portier, c'est lui dit Miller, qui vous permet de passer d'un certain niveau, d'un étage où la question du désir ne se pose pas, vers justement un autre niveau où cette question peut venir à être formulée, peut venir à s'articuler. La revendication de l'individu au respect de son individualité ne semble plus s'argumenter sur un débat avec soi-même, mais sur l'affirmation d'un éprouvé comme vérité devant s'imposer à l'autre. Ce que Jacques-Alain Miller a épinglé d'un « je suis ce que je dis » et dont l'école de la cause freudienne a fait ses journées en novembre 2022. Le débat avec soi-même implique une division du sujet, la possibilité de l'inconscient. L'individu, lui, s'y oppose dans son étymologie même, ce qui ne peut être divisé. Cela a des conséquences sur le lien social. Pourriez-vous nous en dire quelque chose? Eh bien, pour cette deuxième question, je souhaite aussi répondre à partir du même point, c'est-à-dire à partir de la clinique, et, parce que c'est là où ça prend corps pour nous en tant que psychanalystes. Je dirais que l'affirmation identificatoire de soi, que ce soit, comme vous le formulez dans votre question, comme un éprouvé des vérités, ou comment je suis ce que je dis, tout assuré qu'elle soit, cette affirmation, elle n'est pas toute puissante. C'est-à-dire qu'elle rencontre des limites. On pourrait dire que ce sont les limites que la vie ne manque pas de rappeler dans la vie d'un sujet. En tout cas, c'est ce qu'on voit dans les cas cliniques.
notamment quand le sujet est confronté à l'apparition d'un symptôme. C'est sans doute l'autre leçon de simultané clinique des dernières journées de l'école de la cause freudienne, à savoir que l'affirmation de soi, elle tient le coup jusqu'à ce qu'un symptôme vienne tout faire basculer. Et de ce point de vue, il est très intéressant de voir les contrastes qu'on a parfois entre, d'un côté, les côtés très robustes, très costauds de l'autonomination, du sujet qui arrive en assurant « je suis ceci, je suis cela », et de l'autre côté, les détails parfois tout petits, des détails infimes qui suffisent à vous faire perdre pied, qui viennent tout chambouler, tout dérégler, et l'essourdissement donc d'une question que j'ai envie de formuler de la façon suivante. Est-ce que le fait que quelque chose fasse symptôme dans votre vie, à l'endroit même où l'autonomination stabilise quelque chose de votre rapport au monde et vous donne une place au milieu des autres, auprès des autres, et vous permet aussi souvent une façon de vivre et de tenir votre corps. Est-ce que le fait d'être face à l'apparition d'un symptôme, est-ce que ça suffit à provoquer ce que vous appelez dans votre question un effet de division, des divisions subjectives? Eh bien, rien n'est moins sûr, c'est pas sûr du tout, parce que un symptôme, tout embarrassant qu'il soit, eh bien qu'il vous fasse souffrir, il ne garantit pas un effet de division, d'autant plus que les méthodes pour s'occuper de ces symptômes sans l'interroger, sans l'ouvrir, ne manquent pas dans les marchés, et que du coup, vous pouvez tout à fait étouffer ce qui cloche dans votre vie sans rien vouloir savoir. Et donc, de ce point de vue-là, c'est plutôt la rencontre avec un psychanalyste qui peut faire la différence. Une autre question qui m'est venue à propos de la question que vous me posez, c'est quoi diable espérer, qu'est-ce qu'on peut espérer de l'autre avec un grand A quand on a pris goût à vivre dans un régime auto-référencé. Je veux dire par là que si vous n'avez pas la dimension de la demande, si votre souffrance n'est donc pas lieu à une demande adressée à un autre avec un grand A, eh bien ça complique rudement la question du transfert. C'est-à-dire que dans beaucoup de cas cliniques, vous voyez que la question du transfert n'est pas évidente, que ça s'accroche, que ça surgit difficilement, alors que dans une psychanalyse, justement, on a espoir, on espère, on compte sur le fait que les transferts viennent justement vous donner un goût, un petit goût pour les grands autres. C'est-à-dire pour l'effet de réaliser, constater, être mis face à l'évidence qu'il y a une autre scène qui est déterminante dans votre vie, dans votre histoire, dans ce qui vous arrive, dans votre symptôme, dans votre souffrance, dans votre tournage en rond, et que cette autre scène, justement, elle est très différente de cet espace narcisse où on est content de soi et rassuré par ses identifications. Donc, les transferts restent quand même une voie pour accéder à ces niveaux justement où on peut se poser la question sur
l'opacité de ce que l'on est pour soi-même. Et de ce point de vue-là, donner une chance à ce que la question justement de l'altérité entre soi et soi apparaisse, qu'elle soit mise au travail, là où justement cette question de l'altérité, elle a été évacuée par la fermeture qui produit et qui assure l'assurance de son signe et des identifications. Voilà. Lacan voyait dans la montée du un et la chute du père le surgissement de l'individu, comme non pas du côté du singulier, mais du particulier. Le particulier s'oriente plutôt, selon notre expression, d'un mode de jouir. On se rassemble par mode de jouir commun, on fait communauté. Pouvez-vous éclaircir ce point, surtout pour les auditeurs qui ne sont pas lacaniens, et nous permettre de saisir les conséquences de cela, notamment dans ce que Lacan nommait les procès de ségrégation et la montée du racisme qu'il anticipait dès 1972. Eh bien, cette troisième question est une question forte, c'est une question d'actualité comme les autres. C'est une question qui comporte un volet sociétal et politique majeur. Je dirais que si la psychanalyse en tant que discours a une fonction par rapport à tout ça, c'est justement de relever, dévoiler, montrer, faire surgir, faire apparaître les paradoxes que ces revendications, souvent très militantes d'aujourd'hui, comportent. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se mord la queue, c'est quelque chose qui a un endroit et un envers, et la psychanalyse est particulièrement armée, voire douée, pour faire apparaître ces paradoxes qui sont des paradoxes qu'il faut avoir à l'œil parce que les effets qu'ils produisent sont souvent ravageants, voire féroces. Donc, par exemple, un discours sur la tolérance devient aujourd'hui, à son tour, radicalement intolérant. Intolérant, un fabricant de formes de ségrégation coriace, au nom des idéaux même qui animent ces discours sur la tolérance. Vous luttez par exemple contre les stigmatisations, ici et là, et pour aller au bout de votre entreprise, vous stigmatisez vous-même à tour de bras tous ceux qui ne passent pas pareil que vous et que vous percevez comme des menaces potentielles, que vous finissez par guetter tout le temps, par anticiper, vous essayez de dénicher partout sous un mode particulièrement menaçant. Donc, ça veut dire que le paradoxe est celui de vouloir un monde où les différences seraient enfin respectées, mais on ne tolère plus la moindre différence. On finit par chasser même les mots qui servent à marquer dans la langue la différence entre une chose et une autre. Est-ce que nous vivons mieux dans un monde qui est justement régi par ce désir de un, avec U majuscule, dans un monde structuré autour d'une forte envie de uniformité, une forte envie de uniformiser tout, eh bien, je dirais que les constats et tout ce qui se passe autour de nous dans l'actualité ne semblent pas du tout témoigner dans ce sens. On voit que partout se constituent des communautés et des collectifs qui sont de plus en plus auto-référencés.
et qui n'accueille que ceux qui se reconnaissent sous le même mode de profiter de la vie, de jouir de la vie, et qui établissent des frontières avec d'autres communautés au nom de la liberté de vivre chacun sa vie comme on le souhaite, comme on le veut, et que ces frontières, elles se délimitent justement à partir de l'hostilité qu'elles s'éprouvent les unes par rapport aux autres, c'est-à-dire par rapport à d'autres communautés qui tournent autour d'autres objets, d'autres termes, d'autres croyances, d'autres modes de vivre la pulsion. Je dirais pour finir que un discours vigoureusement militant sur la défense des petites différences et les petites particularités de chacun peut opérer exactement dans le sens contraire de l'altérité. C'est pour cela que vous avez raison de marquer dans votre question une différence entre particularité et singularité, entre particulier et singulier. Ce n'est pas du pareil au même. Parce que, et donc là je reviens au point sur lequel je suis parti, la revendication de particularité individuelle n'a rien à voir avec la différence absolue qui vise une psychanalyse et qui relève plutôt justement de la singularité. Je m'explique, parce que ça pourrait sembler un peu abstrait, c'est que dans une analyse, il s'agit quand même d'essayer de prendre appui, de faire une force de ce qui est le plus singulier dans votre être. Et qu'il s'agit d'une singularité qui ne passe pas par la comparaison avec d'autres. C'est-à-dire qu'elle ne passe pas par les identifications. Et pouvoir faire de ces singuliers qui vous rend, vous, incomparable, s'avère être dans la vie un appui des plus précieux. Voilà.